de votre fidélité aujourd'hui dans APE, qui, faut-il le rappeler, est le seul magazine de l'océan Indien entièrement consacré à la protection et à la préservation de notre environnement. Ici à Mayotte, nous allons nous intéresser aux infractions trop régulières contre l'environnement. On va parler des polices de l'environnement, on va parler des sanctions. Oui, agir pour l'environnement au quotidien, moi j'y crois. Pour en parler ce matin, nous avons la très grande chance d'accueillir le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieville. Bonjour. Bonjour. Et le procureur de Mayotte, Guillaume Dupont. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous ce matin. Alors, on se dit tous, parce qu'on le voit, que certains se croient tout permis, qui n'ont aucune considération pour la nature ou pour la biodiversité. Mais face à tout ça, on se rend compte quand même que les autorités s'organisent. Monsieur le préfet, notre environnement aujourd'hui est-il menacé au point de faire monter la pression avec la répression ? Alors, il n'est pas plus menacé qu'ailleurs, mais en revanche, il est fragile. On a ici à Mayotte une biodiversité extraordinaire, notamment dans le lagon, qui est l'un des plus beaux lagons du monde, avec 80% de biodiversité marine représentée à l'intérieur de ce lagon, 800 espèces de coraux, 600 espèces de poissons. Et donc, par conséquent, on a une richesse absolument incroyable. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, depuis que je suis arrivé, j'ai poussé le dossier d'inscription du récif au patrimoine de l'UNESCO et que ce dossier a été retenu comme un des dossiers portés par la France à l'UNOC, à Nice, en juin 25. Donc ça montre bien qu'on a un intérêt particulier. Mais cet environnement, il est menacé bien sûr, pas plus qu'ailleurs, mais encore une fois, il est fragile. Et par conséquent, on se doit d'engager plusieurs choses. La première, c'est évidemment de sensibiliser les populations, amener le politique à comprendre que l'environnement n'est pas une charge, mais un enjeu et peut être une occasion de développement. Et puis, effectivement, lorsque on est arrivé à une forme d'échec, eh bien, engager une répression pour faire en sorte que nous puissions le préserver dans sa fragilité. Si la population ne fait pas évoluer ses pratiques, Guillaume Dupont, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura évidemment des enquêtes menées, ce qui est actuellement le cas pour certaines matières liées à l'environnement, je pense notamment aux déchets, au braconnage de tortues. Et donc, comme l'indiquait Monsieur le Préfet, à partir du moment où il y a des échecs constatés, c'est l'autorité judiciaire qui prend le relais, si je puis dire, en coordination avec l'autorité administrative. Et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure au travers du COLDEN et du PRE, du plan régional de l'environnement, pour justement investiguer et puis sanctionner lorsque les infractions sont commises par rapport à ces atteintes à l'environnement. On voit dans les intercommunalités que des polices de l'environnement se mettent en place ici et là avec des volontés de lutter pour faire respecter les textes auxquels vous avez fait référence. Mais comment est-ce que c'est possible de convaincre quelqu'un d'arrêter de laver sa voiture dans la rivière alors qu'il l'a fait toute sa vie et que ses parents l'ont fait aussi, de laver son linge dans la rivière alors que depuis des générations tout le monde le fait? Comment on arrive à transformer tout ça et quelle place les polices de l'environnement peuvent jouer? En réalité, la question que vous posez, Anne-Constance, elle est double. D'abord, c'est celle de l'éducation. On ne peut rien faire sans l'éducation. Il faut que nous ayons des programmes qui permettent de sensibiliser dès le plus jeune âge aux responsabilités et à la compréhension de la nécessité de la protection de l'environnement. Sans éducation et sans programme dédié à cela, on n'y arrivera pas. Deuxième sujet, il faut soutenir le monde associatif. Et le monde associatif à Mayotte est très développé. On a un tissu associatif qui est extrêmement développé. Je dis toujours d'ailleurs que les grandes réussites de la République, c'est notamment le monde associatif en plus du monde syndical. Ce monde associatif, il est très porté vers l'environnement ici à Mayotte. On a beaucoup d'associations qui nettoient les plages, beaucoup d'associations qui nettoient les ravines, qui essayent d'entretenir dans l'environnement avec des opérations qui sont parfois un peu phares. Et je pense qu'il faut soutenir cela. Et puis ensuite, on a sans doute, à travers les communautés de communes et les communes,
un certain nombre de compétences à développer au sein des communes pour justement aller vers cette sensibilisation. Sensibilisation sur les déchets, sensibilisation sur l'utilisation de l'eau, sensibilisation sur la protection de l'environnement immédiat. Et c'est un travail de longue haleine. Moi, je suis assez confiant sur le sujet, mais c'est un travail de longue haleine qui ne passe pas d'ailleurs forcément que par la répression. Il faut qu'on ait une grosse action de prévention et d'éducation et de pédagogie. Et par conséquent, il faut s'y engager résolument. Les premiers à convaincre sont sans doute non pas seulement les Mahorais, qui pour en grande partie pour eux, via ce monde associatif, est assez convaincu, mais il faut que nous ayons une partie des collectivités publiques qui soient engagées. C'est quoi aujourd'hui, monsieur le procureur, les principales infractions que l'on constate ? Les atteintes à l'environnement, comme on dit dans un langage très policé, c'est quoi aujourd'hui ? Alors ce qu'on constate aujourd'hui, c'est notamment le dépôt des ordures et je dirais à chaque rue quasiment il y a cet entassement d'ordures qui véritablement est un problème. Vous avez aussi le braconnage de tortues. Hein. Il y a des procès régulièrement. Voilà, l'actualité le démontre. Et vous avez aussi la question en fait de la pollution de l'eau. Qui là, et je rejoins monsieur le préfet, qui ne concerne pas forcément que des personnes physiques, j'entends des particuliers, mais des structures importantes. Et donc, je dirais qui, sans forcément respecter le cadre, rejettent de l'eau dans l'océan, ce qui constitue effectivement une pollution, une atteinte à l'environnement et qui peut être sanctionnée. Mais qui peut être ou qui va être parce qu'on sent très bien qu'on est toujours à la charnière entre à la fois la sensibilisation, l'information, le il faut pas faire, et puis parfois on se rend compte qu'il y a des actions qui sont faites et qui sont inacceptables. À quel moment on est plus dur ? Vous voyez on est dur quand il faut être dur, en réalité. On co-préside avec le procureur de la République une instance qui s'appelle le CODAF, oui. Qui est une instance de contrôle et dans le cadre départemental de lutte contre la fraude. Dans le cadre du CODAF, on a une action extrêmement prononcée dans le domaine notamment agricole, avec oui. la protection de l'environnement agricole. Et donc on a un certain nombre d'opérations qui sont portées vers les cultures illégales, dont on sait qu'elles utilisent un certain nombre de produits phytosanitaires qui sont dangereux pour la santé humaine. Donc on a enclenché depuis maintenant 2024, puisque c'est un plan que j'ai signé en 2024, un plan de lutte anti-fraude phytosanitaire, premièrement. Deuxièmement, on a des actions qui sont portées contre le brûlis agricole. Cette technique qui consiste à brûler de façon totalement illégale des terres agricoles avec les risques qui sont les nôtres. C'est-à-dire de voir non seulement une terre agricole brûlée de façon totalement irrégulière, mais en plus de porter atteinte à la forêt. Donc là, on a des actions qui sont difficiles à mener parce qu'on touche un secteur sensible qui est celui de l'agriculture, mais pour autant, on ne peut pas rester les bras ballants. Donc on a des actions qui portent leurs fruits. Il faudrait sans doute en faire davantage. Ce sont là des polices administratives, oui. Des sanctions administratives, pas seulement des sanctions judiciaires, mais d'abord des sanctions administratives dans le cadre d'une police administrative, laquelle police administrative est totalement indépendante de la police judiciaire. Donc on peut avoir non seulement des sanctions administratives parce qu'il y a des infractions à une réglementation, mais ensuite il peut y avoir une qualification pénale qui relève du procureur de la République et qui peut donner lieu à une sanction judiciaire en plus de la sanction administrative. La sanction administrative, c'est des amendes, c'est des fermetures, oui, c'est des saisies de produits. Ce sont des amendes systématiques lorsque nous constatons un certain nombre d'infractions à la police de l'environnement. Ce sont des saisies effectivement de produits qui sont évidemment détruits et ça peut parfois même aller jusqu'à la fermeture d'un établissement, notamment d'établissements de restauration, des établissements de vente de produits dont on sait qu'ils sont illégaux, parce que ça ne respecte pas la réglementation. Les procès pour braconnage, ça émeut, hein, puisque effectivement on voit souvent les images, les médias parlent et montrent des images de tortues braconnées. Voilà, oui, comme vous dites, c'est un carnage. Surtout quand on rajoute à côté les petits tortillons qui rejoignent la mer, ça rend les choses encore plus vivantes, si je puis dire. C'est quoi les règles en la matière et pourquoi on n'est pas plus ferme ? Pourquoi il n'y a pas de la prison systématiquement ? Pourquoi on ne condamne pas les gens qui mangent de la viande de tortue ? Parce que pour l'instant, on se contente des braconniers. Mais enfin bon, il y a bien des consommateurs. Alors, sur la fermeté, je le dis à chaque fois, ce n'est pas moi qui juge, c'est le tribunal. Mais j'ai quand même pu constater ces derniers temps que la sanction était lourde par le tribunal correctionnel lorsqu'on a déféré devant lui des braconniers.
Et je me permets d'insister sur la coordination des moyens mis en place, puisque aujourd'hui vous avez l'Office français de la biodiversité, donc les inspecteurs de l'environnement qui ont les pouvoirs d'un officier de police judiciaire. De sorte que sur les affaires sur l'île, il y a en fait cette collaboration entre la gendarmerie principalement, puisqu'on est en zone rurale, là où on constate les infractions, et l'Office français de la biodiversité. Donc les enquêtes sont bien menées, notamment par cette association d'officiers de police judiciaire, et notamment sur le braconnage, où on utilise, il faut quand même le dire, les techniques spéciales d'enquête. C'est-à-dire C'est que... quoi une technique Alors, spéciale je vais vous d'enquête? expliquer la technique spéciale d'enquête. En fonction de l'infraction et dès lors que la loi le permet, on peut recourir par exemple à des écoutes téléphoniques. Ah bon? Et oui. Et dans des récentes affaires, c'est ce qui s'est passé de braconnage de tortues. Et ça a permis... Et ça a permis de démanteler des affaires. Monsieur le préfet, les pays du nord de l'Europe ont réussi, avec le temps, à convaincre leur population que leurs ressources, alors elles c'était les baleines, nous ce sont les tortues, mais étaient plus, comment dirais-je, rémunératrices en matière touristique, par exemple, vivantes que mortes. Nous, c'est encore un chemin que l'on n'a quasiment pas commencé à parcourir. Comment on peut faire? Mais parce que je pense que dans la culture mahoraise, il n'y a pas encore l'implantation du virus écologique. On n'a pas encore compris, ou pas suffisamment compris, que ce virus écologique était un bon virus, et que c'était un virus à la fois protecteur évidemment de l'environnement, mais surtout sujet à développement économique. Lorsqu'on sera capable de défendre le lagon, défendre les tortues, développer un tourisme un peu plus important, avoir des implantations qui permettent, comme le font certaines associations, et vous les connaissez bien, les naturalistes notamment, dont je salue l'action, de développer une action à la fois pédagogique et très intéressante sur la ponte des tortues. Lorsqu'on sera capable d'inoculer ce virus, qui est encore une fois un bon virus, et qui permettra de permettre essentiellement de la prise de conscience. Parce que la prise de conscience précède l'action. Toujours la même chose. Pour engager une action, il faut qu'on ait une prise de conscience. Et quand on aura cette prise de conscience largement étendue avec l'inoculation de ce virus et la compréhension que l'environnement est un enjeu évidemment de fierté, et c'est la raison pour laquelle j'ai poussé ce dossier d'inscription du récif, parce que je pense que pour les Mahorais, ça peut être une source de fierté, mais que derrière cette question de la fierté, il y a aussi un potentiel de développement économique autour des questions naturelles, et de la protection de l'environnement et des espèces protégées. Les tortues en font partie, pas seulement. On a un certain nombre d'espèces dans le lagon qui font l'objet d'une protection. Le dugong, certaines espèces de coraux, certaines espèces de poissons. Les baleines aussi, parfois. Les baleines, bien sûr. Et donc, si on a cette compréhension-là, on a la capacité d'avoir un développement économique sur lequel on peut envisager évidemment maintes et maintes illustrations, notamment dans le domaine touristique, mais pas uniquement. Alors, il y a un autre sujet sur lequel je sais que vous poussez aussi pour qu'il y ait des transformations, c'est l'assainissement. Parce qu'effectivement, on rejette les eaux usées un peu n'importe comment, trop souvent. Il y a des pollutions de nappes phréatiques et dans le contexte de stress hydrique que nous connaissons, c'est vraiment pas une bonne chose. Comment on peut faire pour accélérer la mise en place de l'assainissement non collectif, le raccordement à l'assainissement collectif? Parce que les années passent et on a l'impression que ce sujet n'avance pas suffisamment vite. Non, là vous êtes un peu injuste. On a beaucoup de projets de stations d'épuration, notamment à Mamoudzou, à l'entrée de Baobab. On en a une autre qui est en voie de construction à Kongou. Enfin, on a des projets de STEP. Je rappelle juste qu'on a une programmation pluriannuelle des investissements 24-27 qui comprend un volet assainissement important, un assainissement collectif et individuel, raccordé ou pas raccordé. Et donc, on a un vrai programme de développement qui est mené par le LEMA. C'est une compétence du LEMA, évidemment, ce n'est pas une compétence de l'État, mais comme l'État intervient financièrement de façon substantielle dans le cadre de cette programmation pluriannuelle des investissements, on accompagne évidemment le LEMA dans ce sujet-là. La question de l'assainissement, en fait, quelle est la finalité? On a plusieurs finalités sur l'assainissement. D'abord, on a évidemment une finalité immédiate qui consiste à traiter les eaux usées. Mais derrière les eaux usées, une fois qu'elles sont traitées, on a des eaux grises. Oui. Et quelles eaux grises, elles, sont susceptibles d'être réutilisées, notamment dans un cadre ménager.
elles sont aujourd'hui rejetées dans l'environnement. Ce ne sont pas des eaux nuisibles pour l'environnement. Non. Mais ces eaux grises qui sont assainies, impropres à la consommation humaine, en revanche, peuvent être utilisées dans le cadre d'eau ménagère, notamment pour l'eau au quotidien. Et puis, derrière la question de l'assainissement et de l'eau des eaux usées, il y a un autre enjeu beaucoup plus important, qui est le maintien de la mangrove. La mangrove, elle est impactée par quoi? Elle n'est pas impactée par ce qui vient de la mer, elle est impactée par ce qui vient de la terre. C'est la logique du bassin versant. Et quand on a des eaux qui ne sont pas traitées et qui sont rejetées dans les mangroves, on a une mangrove qui est atteinte. Or, l'avant-mangrove et la mangrove sont des éléments extrêmement importants. Pourquoi? D'abord, c'est une protection du littoral, la mangrove. Le trait de côte recule parce que la mangrove recule. Donc il faut réinstaller cette mangrove pour éviter que le recul du trait de côte devienne une menace pour l'activité humaine. Parce que ça signifie quoi? La mer qui était à 500 mètres, elle se retrouve au bord des maisons. Donc il faut traiter la mangrove pour ça. Deuxième élément, la mangrove est une nurserie. On sait qu'on a beaucoup d'espèces animales qui se reproduisent dans la mangrove et qui grandissent dans la mangrove, et notamment certaines espèces de requins, enfin tout un ensemble d'espèces vivantes qui se reproduisent dans la mangrove, et donc il faut la préserver pour ça. Et puis enfin, dernier élément, la mangrove, elle a une particularité, elle capte elle-même, elle filtre l'eau. Mais quand vous avez trop d'eau sale, cette mangrove, elle n'est plus en capacité de filtrer. Et donc, elle se transforme et elle disparaît. Donc, on a, dans l'enjeu de l'assainissement, un enjeu d'environnement immédiat, qui est la préservation de la mangrove pour toutes les raisons que je viens de vous donner. Et donc, par conséquent, il faut faire des efforts. Et puis, par ailleurs, financer un certain nombre d'associations, ce que l'État fait, via la DEALM, pour financer des programmes de restauration de la mangrove, où on a un certain nombre d'arbustes et de palétuviers, le blanc, le rouge, qu'on réimplante pour restaurer des espaces de mangrove et redonner à la mangrove sa fonction initiale. Pour les personnes qui ne respectent pas les règles en matière d'assainissement collectif ou d'assainissement non collectif, ils risquent quoi? Alors, c'est principalement des délits, concrètement, donc des peines d'emprisonnement. Ah oui, carrément. Oui, sachant que la politique pénale actuelle sur ce sujet principalement, mais d'une manière générale, les atteintes à l'environnement, on va, et comme disait Monsieur le Préfet, on va principalement axer aussi sur la prévention, sur la pédagogie. C'est notamment au travers, par exemple, des stages. C'est-à-dire qu'on va... on va mettre en place un stage sur la thématique environnement où vont intervenir les différents partenaires, l'OFEV, etc., pour sensibiliser la personne qui a commis l'infraction sur le comportement et les conséquences qui ont atteint l'environnement. Je voulais aussi préciser par rapport au fait des techniques spéciales d'enquête. Pourquoi on retient cet aspect? C'est que principalement c'est de la bande organisée. C'est-à-dire que ce n'est pas une seule personne qui va commettre, par exemple, le braconnage de tortues. Nous sommes dans une filière. Oui. Nous tombons donc dans la bande organisée et la loi permet d'avoir recours à ces techniques. Et plus globalement, la thématique de l'environnement, c'est aussi un aspect régional. C'est-à-dire qu'il y a une coordination au niveau régional. Pour la justice, c'est la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, où nous avons donc le Colden, qui est l'instance régionale chargée de réunir les partenaires liés à l'environnement. Et le plan régional de l'environnement, c'est aussi la possibilité qu'ils se saisissent sur certaines affaires particulières pour qu'ils puissent le traiter avec d'autres moyens. Voilà un petit peu pour décrire le schéma judiciaire par rapport donc aux atteintes à l'environnement. On l'a vu avec les deux cyclones qui nous ont touchés en décembre 2024 et puis en janvier 2025. Les rivières souillées, c'est un problème. Vous parliez de mangroves, forcément elles se jettent dedans, mais même au-delà de ça, elles sont souvent bouchées, elles sont souvent remplies de déchets, et on sait très bien que tout autour de ces rivières et de ces cours d'eau, il y a parfois des villages un peu illégaux qui se mettent en place et justement à proximité de la rivière, perçus comme une ressource essentielle pour ces personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Beaucoup de gens disent il faut décaser. Pas seulement, il y a effectivement des actions de décasage et des opérations organisées dans le cadre de la loi Elan pour, au fond, lutter contre l'insalubrité, lutter contre l'habitat illégal et lutter effectivement pour la protection de l'environnement. L'État fait beaucoup en la matière. Après Chido et Dikiledi, on a eu pendant pratiquement
8 mois, un bataillon de la Légion étrangère qui était un bataillon de logistique et de génie, le BATREC, à qui j'ai donné pour mission de nettoyer les rivières, de désembâcler, de travailler sur les ravines. Il y a eu un travail énorme finalement de préparation de ces rivières à la prochaine saison cyclonique, pour que nous n'ayons pas une nouvelle fois, et on l'a vu avec Dikiledi, notamment sur certains villages du sud, Chirangui, Boigny, Kanikali, pour ne pas avoir les effets démultipliés d'un environnement qui ne serait pas entretenu, avec des rivières ou des ravines qui n'auraient pas été désembâclées. Donc on a fait un gros travail, il faut le continuer, c'est la responsabilité des collectivités territoriales, et notamment des communautés de communes, dans le cadre de ce qu'on appelle la GEMAPI, le mot n'est pas très joli, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, qui est une compétence des collectivités de communes. Et donc il faut continuer à y travailler, il faut qu'on accompagne l'État, les collectivités locales dans ce cadre-là, mais on a beaucoup fait, on va continuer à faire, et on va effectivement préserver les rivières, pas seulement sur la question de l'habitat illégal, qui est un volet, mais aussi sur des questions de désembâclage, de nettoyage et de préservation. Alors, il y a les retenues collinaires, beaucoup y vont le week-end se promener, et on voit celle de Dzoumogné, par exemple, où le village illégal monte sur la colline, et on voit que le bassin est utilisé pour faire la vaisselle, pour faire le nettoyage du linge, etc. Bon, quand on est un usager des robinets, hein, et on l'est tous, ça choque quand même, puisque l'eau est utilisée pour faire de l'eau potable. Il n'y a pas un moyen d'empêcher ces personnes non pas de vivre là, parce que, bon, pourquoi pas, mais en tout cas d'utiliser l'eau de la retenue collinaire. Dès qu'on en a la possibilité, on sanctionne ce type de comportement, mais vous voyez bien l'extrême difficulté d'être présent en permanence sur le terrain. Oui. Je ne peux pas mettre un gendarme derrière chaque individu, et bien évidemment, il n'est pas question d'en arriver là. Donc on a des opérations coup de poing, on a des opérations de décasage, on a des opérations de prévention. Il faut rassurer la population. L'eau qui est filtrée à partir de Dzoumogné ou de Combani est une eau qui est traitée, oui, puisqu'on a 2 usines en contrebas, chacune d'entre elles. D'ailleurs, on a réparé l'usine de Roveni récemment, et on voit bien tout le travail qui a été effectué à Roveni. C'est un travail de renforcement de la potabilisation de l'eau, pour faire en sorte que l'eau qui sorte de l'usine soit totalement propre à la consommation humaine. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Donc il faut rassurer les populations. L'eau qui sort de Dzoumogné comme de Combani est une eau qui passe dans les usines et qui est donc totalement potable. Mais évidemment, il faut qu'on lutte contre ces comportements qui sont des comportements totalement irréguliers et dangereux pour les individus eux-mêmes, parce qu'ils ne savent pas toujours nager. Donc évidemment, il y a des vrais risques aussi de noyade. On en a eu quelques exemples dans le passé. Donc on a un gros travail de prévention, mais on voit bien que le travail est extrêmement compliqué. Alors il y a un dernier sujet que je voudrais aborder avec vous, messieurs, c'est l'envasement du lagon. On voit bien que c'est un problème, hein, cet envasement du lagon, et on sait très bien, puisque les études l'ont démontré, notamment celles faites par le BRGM, que les causes principales de cet envasement, c'est les chantiers qui ne sont pas protégés. On l'a tous plus ou moins fait à titre personnel, et on voit aussi les chantiers des entreprises qui ne le sont pas. Alors, monsieur le procureur a fait pas pris, pas grave, on s'en fiche, on fait rien, ou à un moment donné, on va réellement sanctionner. Il faut sanctionner. Mais pourquoi on ne le fait pas? Bah écoutez, c'est la coordination avec la police et la gendarmerie. Donc la question, ce n'est pas qu'on ne fait rien, c'est que... J'ai pas dit ça. Non, c'est qu'on agit selon les propres moyens dont on dispose aussi. Et donc cette question fait partie aussi des priorités de politique pénale. Et donc, je dirais, la sanction sera aussi au rendez-vous dès l'instant où cela aura été constaté, dans le cadre d'une enquête. Monsieur le préfet, pourquoi c'est indispensable la fermeté? Alors, j'ai bien compris que vous aviez expliqué, hein, c'est une main ferme mais dans un gant de velours. Pourquoi c'est indispensable pour notre lagon? C'est indispensable parce qu'on revient à votre question initiale. Est-ce qu'il y a une menace? Oui, il y a une menace, mais il y a surtout une fragilité. On voit bien que d'un point de vue mondial, la biodiversité est un enjeu important. Oui. On a encore récemment découvert sur les réseaux sociaux qu'un oiseau migrateur venait de disparaître de la surface du globe. Il faut s'en inquiéter. On a une réduction massive de la biodiversité dans le monde. Or, on sait que la biodiversité est un équilibre fragile.
un équilibre alimentaire, un équilibre environnemental, un équilibre dans une chaîne alimentaire totale. Donc il faut qu'on prenne conscience de ça. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, la menace, elle est vraie, elle est exacte, elle est présente, mais il y a une très grande fragilité. Et quand on bascule, l'environnement ne sait pas forcément se défendre de lui-même. Donc on doit avoir une action évidemment positive, offensive, volontariste. Parce que si on laisse faire les choses, on sait bien que la nature humaine ne sera pas forcément encline à s'auto-armer elle-même contre ces comportements qui portent atteinte à l'environnement. Donc il faut à la fois de la pédagogie et de l'éducation, il faut prendre des petites graines que l'on plante le plus tôt possible. Et je vais revenir à un exemple pour vous démontrer que cette démarche-là est utile. Et puis dans le même temps, il faut accepter d'avoir une police de l'environnement partagée entre les collectivités locales, l'État, et puis des sanctions judiciaires quand elles doivent être là. Je vais juste faire un parallèle sans doute étonnant, mais qui montre à quel point l'éducation est importante. Dans les années 70-80, on a misé en matière de sécurité routière sur les enfants. Ce sont les enfants, souvenez-vous, dans un certain nombre de spots publicitaires qui interpellaient leurs parents sur la vitesse, sur le port de la ceinture de sécurité, sur certains comportements déviants. Eh bien, on peut dire que à partir des années 70-80, la sécurité routière a réussi à faire baisser le nombre de morts avec un certain nombre de réglementations. Le port de la ceinture est un élément important, mais que dans le même temps, on a eu une sorte d'auto-éducation par les enfants et par l'intervention des enfants et par ce mécanisme de prise de conscience des dangers de la sécurité routière par les enfants qui interpellent leurs parents qui a été plutôt positif. Donc il faut, à mon avis, miser sur cette chose-là. Ce sont les enfants qui, bien souvent, nous font passer des messages. Ce sont les enfants qui nous interpellent sur les risques d'un certain nombre de comportements. Donc il faut de l'éducation et de la pédagogie. Donc en fait, on peut être rassuré, les autorités protègent la planète. Et notre planète à nous, ici, sur notre petite île du bout du monde. C'est une responsabilité de tous les jours. Les autorités, ce n'est pas seulement l'État, ce n'est pas seulement la justice, c'est aussi l'autorité au sein d'une association, c'est aussi l'autorité au sein du système CADIAL, c'est aussi l'autorité au sein des collectivités locales. Tout le monde doit s'y mettre. Moi, je me félicite par exemple qu'avec le Grand Cadi de Mayotte, on ait mené en matière d'eau un certain nombre d'actions conjointes pour sensibiliser les uns et les autres sur la consommation. Le Grand Cadi, par ses réseaux, par son influence, a joué un rôle. Les collectivités locales, de la même façon, le conseil départemental, lui aussi, s'engage par exemple résolument dans l'inscription du récif de Mayotte au patrimoine de l'UNESCO, avec l'identification d'une ressource qui va nous aider à le faire. Donc on voit bien que c'est une action d'abord qui concerne tout le monde, et puis c'est une action qui est une action de tous les instants. Et moi je suis assez confiant, je pense qu'on progresse. On a des petites victoires, mais chaque petite victoire doit être l'annonce de la prochaine. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Et puis on se retrouve bientôt. Avec grand plaisir. Et puis nous, on se retrouve très prochainement dans une prochaine édition d'Agir pour l'environnement. À bientôt.